Chant 15. Argument. Grand repas à l'hôtel de ville d'Orléans, suivi d'un assaut général. Charles attaque les Anglais. Ce qui arrive à la ballonnière et à ses compagnons de voyage. Censeurs malins, je vous méprise tous, car je connais mes défauts mieux que vous. J'aurais voulu, dans cette belle histoire, écrite en or au temple de mémoire, ne présenter que des faits éclatants, et couronner mon roi dans Orléans, par la pucelle et l'amour et la gloire. Il est bien dur d'avoir perdu mon temps à vous parler de Cutendre et d'un page, de Gribourdon, de salubre écœurage, d'un muletier de tant d'accidents qui font grand tort au fil de mon ouvrage. Mais vous savez que ces événements furent écrits par Trithème le Sage. Je le copie et n'ai rien inventé. Dans ces détails, si mon lecteur s'enfonce, si quelquefois sa dure gravité juge mon sage avec sévérité, à certains traits, si le sourcil lui fronce, il peut, s'il veut, passer la pierre ponce sur la moitié de ce livre enchanté, mais qu'il respecte au moins la vérité. Oh, vérité, vierge pure et sacrée, quand seras-tu dignement révérée? Divinité qui seule nous instruit, pourquoi mets-tu ton palais dans un puits? Du fond du puits, quand seras-tu tiré? Quand verrons-nous nos doctes écrivains, exempts de fiel, libres de flatterie, fidèlement nous apprendre la vie, les grands exploits de nos beaux paladins? Oh, qu'Arioste étala de prudence, quand il cita l'archevêque Turpin, ce témoignage à son livre divin, de tout lecteur attire la croyance. Tout inquiet encore de son destin, vers Orléans Charles était en chemin, environné de sa troupe dorée, d'armes, d'habits richement décorés, et demandant à Dunois des conseils, ainsi que font tous les rois, c'est pareil. Dans le malheur docile et traitable, dans la fortune un peu moins praticable. Charles croyait qu'Agnès et Bonifou suivaient de loin, plein d'un espoir si doux. La mort royale souvent tourne la tête pour voir Agnès et regarde et s'arrête. Et quand Dunois, préparant ses succès, nomme Orléans, le roi lui nomme Agnès. L'heureux bâtard, dont l'active prudence ne s'occupait que du bien de la France, le jour baissant, découvre un petit fort que négligeait le bon duc de Bedford. Ce fort touché à la ville investie. Dunois le prend, le roi s'y fortifie. Des assiégeants, c'étaient les magasins. Le dieu sanglant qui donne la victoire, le dieu joufflu qui préside au festin. D'emplir ces lieux se disputait la gloire, l'un de canon et l'autre de bon vin. Tout l'appareil de la guerre effroyable, tous les apprêts des plaisirs de la table, se rencontraient dans ce petit château. Quel vrai succès pour Dunois et Bonneau. Tout Orléans, ces grandes nouvelles, rendit à Dieu des grâces solennelles. Un tas d'hommes en faux bordons chantés devant les chefs de la noble cité. Un long dîner où le juge et le maire, chanoines, évêques et guerriers invités, le verre en main, tombèrent tous par terre. Un feu sur l'eau, dont les brillants éclairs, dans la nuit sombre illuminent les airs. Les cris du peuple et le canon qui gronde, avec fracas annoncèrent au monde que le roi Charles, à ses sujets rendus, va retrouver tout ce qu'il a perdu. Ces chants de gloire et ces bruits d'allégresse furent suivis par des cris de détresse. On n'entend plus que le nom de Bedford, à l'air dormir, à la brèche, à la mort. L'Anglais usait de ces moments propices, où nos bourgeois, en vidant les flacons, louaient leur prince et dansaient aux chansons. Sous une porte, on plaça 2 saucisses,
nom de boudin, nom tel que Bonneau en inventa pour un ragoût nouveau, mais saucisson dont la poudre fatale, se dilatant, s'enflait avec éclair, renverse tout, confond la terre et l'air. Machine affreuse, homicide, infernal, contenait dans son ventre de fer ce feu pétri des mains de Lucifer. Par une mèche artistement posée, en un moment la matière embrasée s'étend, s'élève et porte à 1000 pas, bois, gonds, battant et ferrure en éclats. Le fier Talbot entre et se précipite. Fureur, succès, gloire, amour, tout l'excite. On voit de loin briller sur son armet en or frisé le chiffre de Louvet, car la Louvet était toujours la dame de ses pensées et piquait sa grande âme. Il prétendait caresser ses beautés sur les débris des murs ensanglantés. Ce beau breton, cet enfant de la guerre, conduit sous lui les braves d'Angleterre. Allons, dit-il, généreux conquérant, portons partout et le fer et les flammes, buvons le vin des poltrons d'Orléans, prenons leur or, baisons toutes leurs femmes. Jamais César, dont les traits éloquents portaient l'audace et l'honneur dans les âmes, ne parla mieux à ses fiers combattants. Sur ce terrain que la porte enflammée couvre en sautant d'une épaisse fumée est un rempart que l'Aïr et Pothon ont élevé de pierre et de gazon. Un parapet garni d'artillerie peut repousser la première furie, les premiers coups du terrible Bedford. Pothon, l'Aïr, y paraissent d'abord. Un peuple entier derrière eux ses vertus. Le canon gronde et l'horrible mot tue est répété quand les bouches d'enfer sont en silence et ne troublent plus l'air. Vers le rempart, les échelles dressées portent déjà 100 cohortes pressées, et le soldat, le pied sur l'échelon, le fer en main, pose son compagnon. Dans ce péril, ni Pothon ni l'Aïr n'ont oublié leur esprit qu'on admire. Avec prudence, ils avaient tout prévu, avec adresse à tout ils ont pourvu. L'eau bouillante et la poix embrasée, de pieux pointus une forêt croisée, de larges faux que leur tranchant est fort fait ressembler à la foudre de la mort, et des mousquets qui lancent les tempêtes, de plomb volant sur les bretonnes têtes, tout ce que l'art et la nécessité, et le malheur, et l'intrépidité, et la peur même, ont pu mettre en usage, est employé dans ce jour de carnage. Que de Bretons bouillis, coupés, percés, mourant en foule et parents entassés, ici qu'on voit sous 100 mains diligentes, choir les épis des moissons jaunissantes. Mais cet assaut fièrement se maintient, plus il en tombe, et plus il en revient. De l'hydre affreux les têtes menaçantes, tombant en terre et toujours renaissantes, n'effrayait point le fils de Jupiter. Ainsi l'Anglais, dans les feux, sous le fer, après sa chute encore plus formidable, brave en montant le nombre qui l'accable, qui avançait sur ses remparts sanglants, fier Richemont, digne espoir d'Orléans. 500 bourgeois, gens de cœur et d'élite, en chancelant marche sous sa conduite. Enluminés du gros vin qu'ils ont bu, sa sève encore animait leur vertu. Et Richemont criait d'une voix forte: pauvres bourgeois, vous n'avez plus de porte, mais vous m'avez, il suffit, combattons. Il dit et vole au milieu des Bretons. Déjà Talbot s'était fait un passage au haut du mur et déjà dans sa rage, d'un bras terrible, il porte le trépas. Il fait de l'autre avancer ses soldats, criant « Louvet » d'une voix stentorée. Louvet l'entend et s'en tient honoré. Tous les Anglais criaient aussi « Louvet », mais sans savoir ce que Talbot voulait. Ô sot humain,
On sait trop vous apprendre à répéter ce qu'on ne peut comprendre. Charles, en son fort tristement replié, d'autres Anglais par malheur entourés, ne peut marcher vers la ville attaquée. D'accablement, son âme est suffoquée. Quoi, disait-il, de pouvoir secourir mes chers sujets que mon œil voit périr? Ils ont chanté le retour de leur maître. J'allais entrer et combattre, et peut-être les délivrer des Anglais inhumains. Le sort cruel enchaîne ici mes mains. Non, lui dit Jeanne, il est temps de paraître. Venez, mettez en signalant vos coups ces durs bretons entre Orléans et vous. Marchez, mon prince, et vous sauvez la ville. Nous sommes peu, mais vous en valez 1000. Charles lui dit, quoi, vous savez flatter? Je vaux bien peu, mais je vais mériter, et votre estime est celle de la France et des Anglais. Il dit, pique et s'avance. Devant ses pas, l'oriflamme est porté. Jeanne Dunois vole à son côté. Elle est suivie de ses gens d'ordonnance, et l'on entend à travers 1000 cris « Vive le roi, Montjoie et Saint-Denis !» Charles, Dunois et la baroise altière sur les Bretons s'élancent par derrière, tels que démons qui tiennent dans leur sein le réservoir du Danube et du Rhin. L'aigle superbe aux ailes étendues, aux yeux perçants, aux 8 griffes pointues, planant en l'air, tombe sur des faucons qui s'acharnaient sur le cou des hérons. Ce fut alors que l'audace anglicane, semblable au fer sur l'enclume battu, qui de sa trempe augmente la vertu, repoussa bien la valeur gallicane. Les voyez-vous, ces enfants d'Albion, et ces soldats des fils de Clodion, fiers, enflammés de sang insatiable, ils ont volé comme un vent dans les airs. Dès qu'ils sont joints, ils sont inébranlables, comme un rocher sous l'écume des mers. Pied contre pied, aigrette contre aigrette, main contre main, œil contre œil, corps à corps, en jurant Dieu, l'un sur l'autre on se jette, et l'un sur l'autre on voit tomber les morts. Ah, que ne puis-je en grands vers magnifiques écrire longtemps de faits héroïques. Homère seul a le droit de compter tous les exploits, toutes les aventures, de les étendre et de les répéter, de supputer les coups et les blessures, et d'ajouter aux grands combats d'Hector de grands combats et des combats encore. C'est là sans doute un sûr moyen de plaire. Mais je ne puis me résoudre à vous taire d'autres dangers, dont un destin cruel circonvenait la belle Agnès Sorel quand son amant s'avançait vers la gloire. Dans le chemin, sur les rives de Loire, elle entretient le père Bonifou, qui, toujours sage, insinuant et doux, du tentateur lui contait quelque histoire, divertissante et sans réflexion, sous l'agrément déguisant ses leçons. À quelques pas, la Trimouille et sa dame s'entretenaient de leur fidèle flamme, et du dessein de vivre ensemble un jour, dans leur château, tout entier à l'amour. Dans leur chemin, la main de la nature tend sous leurs pieds un tapis de verdure. Velours uni, semblable au pré fameux, où s'exerçait la rapide Atalante. Sur le duvet de cette herbe naissante, Agnès approche et chemine avec eux. Le confesseur suivit la belle errante. Tous quatre allaient, tenant de beaux discours, de piété, de combat et d'amour. Sur les Anglais, sur le diable on raisonne. En raisonnant, on ne vit plus personne. Chacun fondait doucement, doucement, homme et cheval, sous le terrain mouvant. D'abord les pieds, puis le corps, puis la tête. Tout disparut, ainsi qu'à cette fête, qu'en un palais d'un auteur cardinal, 3 fois au moins par semaine on apprête. À l'opéra, souvent joué si mal, plus d'un héros à nos regards échappe,
et dans l'enfer descend par une trappe. Mon rose vit du rivage prochain la belle Agnès, et fut tentée soudain de venir rendre l'objet qu'elle observe tout le respect que son âme conserve. Il passe un pont, mais il devient perclus, quand la voyant son œil ne la vit plus. Froid comme marbre et blême comme gypse, il veut marcher, mais lui-même il s'éclipse. Paul Tyrconnel, qui de loin l'aperçut, à son secours à grand galop courut. En arrivant sur la place funeste, Paul Tyrconnel y fond avec le reste. Ils tombent tous dans un grand souterrain qui conduisait aux portes d'un jardin, tel que n'en eut Louis le XIVe, aïeul d'un roi qu'on méprise et qu'on aime. Et le jardin conduisait au château, digne en tous sens de ce jardin si beau. C'était, mon cœur à ce seul mot soupir, d'Hermaphrodix le formidable empire. Ô Dorothée, Agnès et Bonifou, qu'allez-vous faire et que deviendrez-vous?